Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bonjour, bonjour, bienvenue à la face cachée de l'impression 3D. Ici, on est un podcast puis on vous parle d'impression 3D. Donc, Toutes les choses qu'on veut pas dire dans la vraie, sauf que les choses que le monde veut pas nécessairement dire parce qu'ils gardent ça en arrière, mais nous mm, autres, on va tous vous dire les petits secrets, toutes les petites affaires. Puis on va nous faire un plaisir de partager ça avec vous. c'est ça. On vous partage un peu nos expériences puis tout ça par rapport à ça. Puis, on vous encourage à faire vos propres recherches pour faire vos Yes. propres expériences. Puis, c'est pas mal Parce ça. que c'est un domaine qui peut beaucoup changer d'une machine à l'autre, qui peut beaucoup changer d'une personne à l'autre, d'un matériel Ouais. à l'autre. Fait qu'hésitez pas à faire vos propres recherches, vos propres analyses. Puis prenez juste pas tout cru dans le bec que vous voyez en ligne tout le temps, parce que la première chose que vous voyez, c'est peut-être pas la meilleure chose au monde non plus. Ouais, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle des principales, ça se dit? Euh, Des principales erreurs qu'on peut faire. les principales erreurs en impression 3D. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Et qu'on en fait des erreurs quand on commence, hein? Ouais, ça c'est sûr. Là, c'est Toi, un tu m'as pas vu quand univers. j'ai Là. commencé, hein, quand j'étais dans mon appart à l'autre bout là-bas, là. Tu m'as pas Ouais. vu parce que moi aussi j'en ai fait des erreurs. Ben oui, mais c'est sûr, là. Mais c'est parce qu'il y a pas rien comme fonctionnement. C'est, tu reçois le guide, tu sais, tu reçois ta machine, mettons, Mhm. comme moi, c'est ma M2-3. Je reçois ma machine, il y a un petit guide sur comment la monter, puis même là, le guide était pas clair. Ok, Il a fallu ouais. que j'aille en ligne pour voir comment monter ma machine parce que le guide était pas assez clair, des YouTube. Ouais, Puis après ça, ben c'est tout. Hein. Ils disent pas comment imprimer. Ils disent prends un fichier sur ta clé USB, pèse-le dans le menu pour la sélectionner puis l'imprimer, mais à part de ça, c'est débrouille-toi, mon gars. Là. Fait ouais. que ça vient avec beaucoup d'erreurs. Non, mais c'est certain, là, ça doit être de quoi pareil, là, j'imagine. Ah ben, c'est parce on se fie beaucoup sur essaye, plante-toi, achète-moi des Réessayer, pièces, ouais. puis on recommence. Ouais. Ben c'est en faisant ça qu'on apprend aussi, là, veux Oui, pas. ben c'est vraiment, moi je l'ai toujours dit, la meilleure façon de l'apprendre, c'est de passer par une N2-3. Parce que Ouais. t'as pas d'auto-bed level, t'as pas de flafla, t'as pas de direct drive, tu sais, t'as vraiment le minimum que ça prend pour fonctionner. C'est loin Puis d'être plug and si, play. c'est ça. Puis si tu passes pas par ces bases-là, tu comprendras jamais comment ça marche. Fait que Ouais. oui, quelqu'un peut dire, oui, je vais acheter direct une bambou lab. Mais Ok, aussitôt fine, qu'il faut mais avoir un aussitôt que t'as un problème, c'est problème, ça. t'as aucune idée quoi faire. Ouais. T'as aucune, parce que oui, les bambou labs sont géniales. Mais si elle a un problème, je suis capable de le diagnostiquer puis de trouver pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des expériences avec de la base. De la Effectivement. même façon que quand j'ai travaillé dans la technique de scène, la première chose qu'ils nous montrent, c'est pas du numérique, c'est de l'analogique. Pourquoi les choses fonctionnent comme ça? Comment, avant, il fallait que tu rentres ton fil là, puis après ça, il fallait que tu le fasses en sortir pour avoir un EQ ailleurs, pour le rentrer dans ta machine, puis après ça, tu comprends comment dans la machine ça fonctionne quand t'es en numérique. Mm. Mais si tu passes directement avec la grosse affaire, ben, aussitôt que ton filament sort pas, ben là, tu dis, ben, monsieur, madame la compagnie, je comprends pas pourquoi ça marche pas, puis ils te font acheter la tête au complet. Oui, ça va régler le problème, mais finalement, t'aurais pu juste changer ta buse, ça aurait coûté 5 piastres. Tu sais. Non, c'est ça, Fait que c'est effectivement. pour ça que c'est important de faire attention à ce qu'on fait un peu, puis de pas avoir peur de prendre le temps de l'apprendre. Je suis Mais bien d'accord avec il y ça. a des façons plus faciles de l'apprendre aussi. C'est sûr que si tu as quelqu'un pour te le montrer, c'est toujours plus facile. Ouais. Comme justement nous autres, on arrive dans le temps des fêtes. Vous autres, quand vous allez le voir, c'est probablement dans le temps des fêtes tout fini. On va avoir un cours en loisir qui va se faire. Donc, Ouais, on ceux va qui ça veulent diverger aussi. apprendre l'initiation à l'impression 3D, on va regarder comment tout ça fonctionne vraiment en détail. Puis je vais être là pour vous montrer hands-on comment les choses fonctionnent. Ouais, je pense que ça va être très cool. J'ai vraiment hâte. C'est vraiment hâte parce que moi, tu me connais, tu sais que je peux en parler longtemps. Donc, j'en ai beaucoup à dire. C'est vrai. Mais t'es passionné, puis c'est ça ce qu'il Ah faut. oui, mais j'ai du fun à faire ça, c'est ça qu'il faut. Les profs les plus, comment je pourrais Ah, dire ça? les plus divertissants, les plus Ouais, c'est ça, intéressants, c'est là. justement ceux Ah qui oui. sont passionnés par ce qu'ils font et tout, Ben oui, genre. parce que tu pognes un prof qui est comme là, bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le nivellement d'un plateau. Là, et tabarouette, Ouais. tu vas vouloir te tirer la même balle que c'est tiré. Euh, Le dans le triangle sens est une forme à figuratif, c'est trois rien côtés. de pour vrai. Mais, Ouais. ben ouais. Donc, je vais commencer avec un en premier. Moi, je pense que le premier qui me vient en tête, c'est vraiment le nivelage du plateau. Ok. Le nivelage du plateau, c'est le nerf de la guerre dans l'impression 3D. Parce que c'est ça qui va déterminer une bonne partie de ton adhérence. C'est ça qui va déterminer une bonne partie de comment l'adhérence, comment ça se tient. Est-ce que ton print va se rendre jusqu'à la fin? Est-ce que ça va décoller en plein milieu? Ouais, ça Est-ce c'est que frustrant. tu vas avoir la bonne compression? Est-ce que Ouais. tu vas être over-extrudé, sous-extrudé? Ça fait tout rempli de ça. Mais si on va vraiment à la source, le nivelage du plateau, en réalité, on fait pas un niveau, parce que le niveau, c'est à base de l'eau, la mer. Ok. Euh, Je euh, savais même pas. oui, quand on se dit on met à niveau, c'est mettons avec la bubule, là.
La petite bulle. Mais Ça, c'est parce que la oui. bulle, c'est Ouais. pour mettre ça au niveau de la masse, au niveau de l'eau puis tout le kit. En réalité, nous autres, ce qu'on va faire, c'est un tramming. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode. Le tramming, c'est qu'on va s'assurer que la buse soit à la même distance exacte en toutes les places sur le plateau. Ok, ouais, pour pas que ça aille Si on mettrait à niveau, ben, il faudrait comme pencher la machine, puis on pourrait pas imprimer tête à l'envers. Mais tu peux prendre une machine d'imprimer tête à l'envers. Ouais. Tu peux regarder les résines, ils marchent à l'envers. Non, ouais. T'as pas besoin de, ben, avec la résine, faut que tu sois un peu plus à niveau, parce que sinon, tu vas, sinon ta résine va se ramasser juste d'un bord, là. Mais avec la, mettons, si on parle filament, là, c'est sûr que là, je parle un peu plus filament aujourd'hui pour les trucs de débutants, là. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment d'avoir le bon niveau, on appelle quand même ça un bed leveling puis un niveau plateau, là. Mais juste savoir qu'en réalité, c'est du tramming. Mais ça, c'est que s'assurer que ta buse soit de même distance. Partout. Partout. Parce que si au milieu, t'es à 0.2, mais qu'au coin, t'es à 0.5, t'auras pas la bonne, tu sais, ton matériel va pas écraser de la même façon sur ton plateau, donc t'auras pas la bonne adhérence dessus. Puis ça va décoller, puis ça va faire des filaments, puis là, ça va coller sur ta buse, puis là, ça va faire une motte de filament, puis là, ça fait une boule de la mort. Ouais, puis ça va. La boule de la mort, t'es faite! Parce que ça, c'est chiant à nettoyer, c'est dangereux. Ouais. Parce que, mine de rien, ça fait du matériel, du plastique qui vont chauffer full. Puis après ça, ben, pour nettoyer ça, ben, faut que tu fasses chauffer ta buse. Pour décoller tout ça, nettoyer ces morceaux-là, beaucoup de chances de brûlure, puis des émanations, ces éléments-là. Fait qu'il faut faire attention. Mais oui. Fait que c'est d'avoir un bon niveau, puis c'est aussi ça qui va éviter que ta buse va rentrer straight dans ta machine, dans ton bed. Ouais, comme elle l'avait fait sur la corde. Oui. C'est ça. C'est la machine, elle, en réalité, mettons qu'on prend par exemple la N23, la machine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, elle se fait à son 0-0. Bref, c'est qu'elle va tester les 3 boutons qui vont lui dire ce que c'est sa limite. Parce que si tu l'allumes, elle a aucune idée sa tête est où. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer, mettons, elle va dire, OK, ben là, je démarre, je veux savoir, je veux me mettre à 0 pour dire que je sais où ce que je suis. Fait qu'elle va prendre, mettons, son axe X, qui est de gauche à droite, elle va prendre le moteur, puis elle va le faire tourner à gauche jusqu'à temps que la tête pèse sur un bouton à gauche, qui est au bout du rail. Ah, le petit clic-clic, là? Ouais, c'est ça. Il va arriver, il va faire clic-clic, parce qu'il vient d'appuyer sur le bouton. Fait que là, la machine dit, ah, là, il est placé là. Je sais où est-ce qu'il est. Puis il va le refaire un peu plus tranquillement pour être sûr d'avoir la position exacte pour qu'il soit sûr d'être à son 0 tout le temps. Après ça, il fait la même chose avec son Y, qui est, ben, en fait, je pense que c'est non, le Y, ça, c'est l'avant-arrière. Fait qu'il va faire avec le plateau, même chose. Il va reculer, ploc, clic, parfait, je sais que je suis à 0. Puis après ça, ben, souvent, ils vont faire le Z, que là, il est à la hauteur. Fait que là, il va. Okay. Puis là, tout dépendant, si on y est, mettons, avec une L2-3 de base, ben, il va descendre jusqu'à temps de faire son clic-clic pareil. Si tu l'as upgradé ou tu as une machine un peu plus récente, tu vas voir l'auto-bed level ou la switch, que là, ils vont déplacer la tête au milieu du plateau pour aller toucher le plateau. Ah oui, comme avec ta V400 un peu, là, ça fait genre clic, clic. Ben, la V400, c'est différent parce que tu lui dis comme de se setuper. Ah, mais c'est vrai, la V400, ouais, non. La V400, son 0 est à l'envers, est en haut. Non, son 0, lui, il va monter les 3 bras, puis jusqu'à temps que les 3 bras fassent clic-clic de chacun leur bord. Là, c'est, là, je sais que tous mes bras, je suis à 0. Fait que si je descends de X distance, je sais que je vais être exactement à ça du plateau. C'est vrai, mais en même temps, avec la V400, il doit pas tant avoir de... Je veux dire, le plateau, il est genre... Ben, le plateau va beaucoup varier avec la température. Ouais. Ça, c'est une autre affaire que je pourrais ajouter là-dessus. Faire son nivellement de plateau à chaud. Ton plateau doit être chaud parce que le métal va bouger. Ouais. Fait que si tu fais à froid, mais quand tu vas chauffer ton bed pour faire ton impression whatever, il va plier différemment. Il va peut-être prendre l'expansion, il va peut-être contracter, il va peut-être bouger à des places. Fait qu'il faut que tu le fasses à chaud. Parce que sinon, tu vas voir, ton truc est vraiment pas pareil. Je sais, je le faisais à froid au début. Ah ouais? Ah, une autre affaire, changer sa buse à chaud. Ouais. Si vous changez une buse, changez-la à chaud, jamais à froid. Parce que, si tu restes du filament, tu vas forcer contre ton métal, tu vas twister tes morceaux, tu vas les casser. Parce que tu as du plastique froid dans des morceaux de ta buse. Ou sinon, c'est aussi pour quand tu vas la visser, si tu la visses à froid, et encore une fois, quand tu vas la chauffer, ben, le métal va expansionner, il va prendre sa place. Donc, tu vas avoir un gap. Puis avec ce gap-là, c'est là que ça commence à faire de la chenoute. Okay. Fait que tu veux que quand tu rentres ta buse, tu veux qu'elle soit à côté à 100% à l'espace au-dessus. Souvent, ça va être un tube de PTFE qui est là. Puis, c'est ça, s'il y a un espace entre les deux, ben, ce que ça fait, c'est que la matière se ramasse entre les deux. C'est comme une espèce de sandwich. Puis là, ben, ça fait un peu de la merde. Mais tu sais, quand tu dis changer la buse à chaud, je veux dire, quand tu fais pas te brûler en même temps de la changer. Des gants. Ok, c'est juste des ça, gants. Là, genre. Mais tu mets des gants où souvent c'est rare que tu vas y aller à la main, tu vas avoir des petits outils. T'es-tu obligé de la changer genre à fucking 200 degrés ou? Non, ben théoriquement non, mais ça va dépendre quel matériel tu as utilisé aussi.
Si, mettons, t'as fait juste du PLA, je te dirais 180, tu devrais être correct. Mais si t'as fait de l'ABS, que lui, il va fondre à 240, Ok, ouais, probablement qu'à 230, 240 serait le best. Moi, je le mets tout le temps à température du filament qui était dedans. Parce que de toute façon, c'est pas un 20 degrés entre 180 et 200 qui va ranger grand-chose. Ta main va dire « Ah, ouais, Puis avec tes ça va faire gants, mal. » c'est suffisant pour te protéger contre... Ben non, mais encore une fois, on a les outils. Tu sais, je veux dire, la buse est quand même vissée. Fait que, tu sais, moi, souvent, dans les kits, il y a des espèces de petites clés qui fournissent avec. Sinon, moi, j'ai une espèce de petit ratchet pour les défaire. Fait que, c'est moi, je mets ça là-dedans, je tiens le bloc pour pas que la tension que je donne se tienne sur mon bloc en haut. Évidemment, avec des pinces ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, ben, je la slack. Puis une fois qu'elle est rendue, qu'elle est tombée, ben, dans mon outil, je fais juste le prendre, le mettre à côté, parce que la buse est encore chaude. Fait que moi, j'ai ça, une autre erreur de débutant à faire. Essayez pas de prendre la buse et n'essayez pas de la déposer sur un morceau de bois. Ou sur un comptoir, ou whatever, ça va faire une marque. Ouais. Parce qu'on n'y pense pas, on se dit, je l'ai enlevé, parfait, j'y touche pas, je la mets à côté, elle est sur le comptoir, elle brûle le comptoir. Ben là, oui, là, cette température-là, c'est juste ça. que, ouais, c'est fait que moi, je la laisse, tu sais, c'est comme vraiment comme les petites clés, là. Fait que je prends ça, c'est comme une clé ratchet, dans le fond, là. Je la dévisse. Une fois qu'elle est dévissée, je la laisse dedans. Je fais juste la mettre à côté. La laisser dans la clé. Pour après ça, prendre, quand je mets la buse, évidemment, j'ai mes gants. Je vais juste faire le premier twist, juste pour dire qu'elle tient tout seul dans la tête. Fait que, tu sais, le temps que je la prenne, que je la mette, puis je la visse, la buse ne deviendra pas chaud en 0.5 secondes. Non. Fait que, tu sais, t'as quand même un peu de temps, puis de toute façon, t'as tes gants. Ne faites pas ça, pas de gants. Ça risque de faire beaucoup trop mal. Ben, parce qu'à 0.5 secondes, tu accroches la tête de chauffe à 200 degrés, tu vas le sentir tout de suite. Non, ça, c'est sûr. Mais avec tes gants, tu le mets, tu fais juste ton premier petit twist. Juste pour dire que la buse tient tout seul là, mais après ça, tu peux y aller avec ta clé, puis venir le visser tranquillement, jusqu'à temps qu'elle accote. Puis, pas besoin de forcer en malade. Juste besoin de l'accoter pour dire qu'elle est accotée. Tu n'as pas besoin de la forcer et de dire, ouais, là, je veux qu'elle soit vraiment. Non. Mais en même temps. Juste à côté. Juste à côté, ça risque pas genre de dévisser ou débarquer. Non, parce que ça, je dis pas, faut qu'ils mettent un petit torque, là, mais je veux dire, tu sais, viens pas comme forcer dessus. Ouais, ça tu fais juste comme dire, ok, je sens de la résistance, parfait, je reste là. Okay. Puis non, parce que justement, être à chaud, le métal est déjà comme slack. Ouais, je comprends quand il va refroidir, il va juste se tenir encore plus. Puis de toute façon, il y a quand même pas mal de tours aussi. C'est pas 3 tours. OK. Ah, c'est intéressant. Ça a quand même un bon tonus. D'accord. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai après ça? Ah! La fameuse première couche. La première couche. La première couche dans l'impression 3D, surtout dans le filament, c'est ce qui va dire 80% de la qualité de ton print. Parce que, tu peux voir si tu as une bonne adhésion. Si tu regardes ta première couche puis tu vois des trous à travers ou tu vois qu'il y a comme des ridges, là, des espèces de petites lignes de plus, parce que tu sais que tu es en surextrusion ou en sous-extrusion. Ça veut dire que tu vas avoir des problèmes plus loin. Parce que ces couches de plus, mettons en surextrusion, en fait, c'est pas nécessairement surextrusion, mais si ton niveau est trop bas puis que tu as des ridges sur les côtés, mais ça, c'est du matériel qui va s'empiler à travers les couches. De quoi, à un moment donné, ça va avoir l'air de se stabiliser. Ça va quand même laisser des marques pas belles à travers ton print. Puis, à l'inverse, si tu as des espaces entre tes premières lignes dans ton plateau, mais ça vient dire que ta buse est beaucoup trop haute, donc ça vient pas écraser la couche comme du monde, donc probablement que ça va décoller parce qu'il n'y a aucune adhérence sur ton plateau. Tout le reste de ton print va pas être assez squish parce que c'est trop haut. Fait que tout le vide que tu vas accumuler va s'accumuler à travers les autres couches. Fait que ça va faire des trous à des places. Si tu vas regarder tes murs, des fois, il va y avoir des trous à travers. Des trucs comme ça. Pour vrai, la première couche, il faut vraiment la regarder. Puis surtout que moi, quand je fais un niveau plateau, après ça, je fais un premier print, puis je regarde la première couche, puis je recalibre, mettons, mon Z offset ou mes roulettes, tout dépendant de l'imprimante, selon ce que je vois. Après ça, j'annule mon print, puis je le repars. Vraiment, peu importe c'est quoi, t'as pas besoin d'avoir de quoi d'hyper fancy, là, juste pour voir est-ce que mon niveau est bon. Okay. Est-ce que mes choses sont bonnes? Est-ce que ma première couche est bonne, puis elle a l'air bien? Est-ce qu'elle a l'air de coller ou elle a l'air de s'en aller tout seul? Ouais, est-ce que si je le regarde, elle replie tout seul? Tu sais? Ouais, non. Tous ces éléments-là. La première couche, pour vrai, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est vrai, comme tu dis, il y a bien les informations qu'on peut voir juste avec ça. Là. Oui. Juste tu regardes la première couche pendant qu'elle imprime, là, tu regardes que les deux lignes qui viennent de faire l'une à côté de l'autre, qui sont supposées être un mur, sont collées ensemble. Ils sont un espace. Ils sont tellement collés que ça fait une ligne entre les deux, dans le milieu. C'est pas une ligne de vide, mais une ligne de matière. C'est ce que j'appelle des ridges, là. C'est des espèces de plastique. Ceux qui vont l'écouter juste en son vont être genre, de quoi qu'ils chantent? Ouais, non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est tellement important parce que, tu sais, on le néglige tellement en commençant, là. Ouais. Même moi, là, quand j'ai commencé, j'étais comme, c'est pas grave, là. Ça a l'air correct, là. Mais non, mais c'est tellement la base qui va. Puis, tu sais, même si ça tient, ton résultat va pas être beau.
Parce que ta base est pas bonne. Il te manque des Ben, une pas ton structure. print, déjà, il se fait genre sur ta base. Ben c'est ça. C'est la même chose qu'une maison. Si ta structure de ta maison est de la merde, mais le reste de la maison va chambranler, puis elle va tomber, puis elle va être faite tout croche. Effectivement. Tu vas toujours avoir des problèmes. Fait que vraiment, s'assurer d'avoir une bonne première couche, un bon niveau, plateau, une bonne première couche après ça. Normalement, après ça, le reste, c'est des petits ajustements. OK. Après ça, tu regardes les vitesses, tu regardes l'extrusion, ces éléments-là. Mais d'habitude, si tu as ces deux éléments-là, c'est un bon niveau de plateau, puis tu as une bonne extrusion, pas une bonne extrusion, excuse, un bon première couche, normalement, c'est que la majorité de ton stock est bien fait. Cool. Le reste, après ça, c'est du faux finage. Tu peux avoir une belle pièce avec ça. Évidemment, tu as toujours des affaires à changer, à peaufiner, mais comme je te dis, c'est vraiment du détail rendu là, parce que le plus gros problème en impression 3D, c'est l'adhérence. Puis avoir une machine bien calibrée. Puis souvent, quand tu as ces deux éléments-là, c'est parce que c'est fait. OK. À ne pas sous-estimer. Ouais. Elle est faite. Ouais, ben oui, mais quand on commence, c'est ça, on est genre, c'est correct. Ah, c'est pas grave, c'est rien d'important. Mais genre, mais juste avoir tes premiers prints version tes. Ah oui, j'en ai ressorti un, la Diva. Là. C'est fou, là. Un Diva que j'avais trouvé en ligne quand j'ai commencé, puis je l'ai imprinté en filament. Déjà, en partant, je l'avais imprimé sur son dos. Tu sais, genre, l'affaire que pour avoir le plus de support partout possible. Aïe. Ça, c'est une autre affaire. Ça, je voulais en parler plus tard, mais on va parler là, mais l'orientation de la pièce qu'on imprime. Ouais. C'est genre, imprime-la dans le sens qui va être le plus facile à imprimer. Parce que c'est, bon, il y a plusieurs façons de le voir. C'est sûr que quand tu commences, tu veux juste réussir à printer. Ouais, mais quand tu commences, tu sais même pas comment le mettre pour que ce soit le plus facile à imprimer là, au début, non? Non, mais c'est ça, mais c'est parce qu'il faut que tu regardes est-ce que j'ai besoin de support. Ouais. Tu sais, puis quand tu commences, de toute façon, tu y vas par des paramètres de base. Ça, on se cachera pas. Tu vas sur un slicer comme Cura, Prusa, Slicer, Orca, Bamboula, whatever. Tu vas y aller avec des paramètres de base, puis tu vas essayer de faire marcher ta machine avec ça, parce que t'as pas encore les connaissances de savoir quoi modifier dans tes paramètres. Fait que si tu vas dire, ben, j'ai une N23, elle a une buse de 0.2, puis lui, il va te dire, ben, ok, je sais déjà la majorité des paramètres, j'ai des bons paramètres de base, nanana. Fait que tu y vas avec ça. Mais, ce qui peut changer, c'est justement, faut que tu prennes ta pièce puis tu la mets dans ton logiciel. Puis si tu prends une pièce que tu as trouvée en ligne, puis tu fais juste la prendre, la mettre dans le logiciel, des fois, elle est dans une position très bâtarde. Ouais. Mais c'est normal, parce que si tu le fais dans ton logiciel, dans la position, mettons, qui est en angle mettons que c'est un cercle, un genre de petit cylindre, là, mettons, pour une base d'une figurine, puis que lui, dans sa figurine, pour une raison quelconque, il l'a mis en angle de 45 degrés dans son logiciel de modélisation, et quand il va l'exporter, sa pièce est en angle de 45 degrés. Une des façons pour contrer à ça, c'est si la personne le prend, mettons, on va le mettre dans son logiciel de découpe, le positionner, puis le réenregistrer. Okay. Ce qui est possible de faire. Mais le monde, souvent, ils vont pas se faire chnouter avec ça. Ils vont dire, ben, j'ai les pièces, je les ai toutes sorties, merci, prenez-les. Okay. Évidemment, il y en a qui vont le faire, mais ça, en tout cas, c'est une pièce à l'autre. Mais c'est de dire, si ma pièce, mettons, mon petit cylindre, ma petite base de figurine, elle m'arrive à 45 degrés, combien de support tu penses qu'il faut avoir pour tenir ça? Ouais. Là, évidemment, je parle de filament. Parce qu'en résine, l'idéal, c'est un petit angle. Tu veux pas coller plat. Ouais, non. Mais en tout cas. Probablement beaucoup pour rien. Des supports. Ah, ben, t'as pas besoin de support sur un cylindre. Non, je sais. Tu le mets sur ton plateau, puis il tient tout seul. Non, pourquoi genre, ça, je me disais, j'étais comme, il n'y a pas besoin de support, ça. Non, si tu le laisses en angle déjà, lui, il va falloir des supports pour tout tenir ça. Ben oui, parce qu'il peut pas imprimer dans le vide. Puis même là, même si tu mets des supports, ça se peut que ça colle pas, parce que t'as tellement rien au début que t'as rien pour que ça tienne. Fait que ça va juste pas tenir sur le plateau, ça va arriver tout partout. Puis là, tu vas dire, ben voyons, j'ai une boule de plastique. Ouais. Non, ça, de bien orienter sa pièce pour limiter les supports, ça save tellement des problèmes. Ben, quand t'en as besoin, par contre. Oui, mais il y a tout le temps des manières de. Mais c'est parce que le problème, souvent, c'est que le monde a peur de faire du post-processing. Le monde a comme cette idée conçue que l'impression 3D, c'est que t'imprimes, c'est prêt. Mais non, 3/4 du temps, t'as besoin de faire des pièces, t'as besoin de faire de l'assemblage, d'imprimer en plusieurs morceaux. Puis il faut pas avoir peur de prendre 2 morceaux, de les coller ensemble, de remplir ça, puis de faire du semblage. Là. Ouais. C'est là vraiment que tu vas sortir le meilleur. Parce que tu peux faire des choses plus grosses, souvent, ça va te prendre moins de temps d'impression, moins de matière jetée. Si tu prends un casque, là, ton casque, on s'entend comme une cloche à l'envers. C'est une cloche dans le bon sens, peu importe. C'est comme une cloche, c'est que la partie du haut doit être supportée. Ouais. Parce que sinon, tu vas avoir des rings dedans. Tu sais, il y en a que ça dérange pas parce que c'est l'intérieur, mais bon, mettons qu'on prend pour le concept pour que ce soit plus simple à expliquer. Si tu mets des supports partout là-dedans, mais tout ça, t'as peut-être la moitié ou peut-être la moitié du poids du casque qui va être du support. Que tu vas jeter.
idéalement recyclé. Moi, j'encourage beaucoup le recyclage là-dedans. On n'a pas parlé encore, mais je vais faire un podcast là-dessus. Ouais, Là. on avait parlé de faire Ouais, on a parlé? un épisode là-dessus. Ouais. Ah, de faire un épisode, c'est ça, ok. Mais ouais. Fait que c'est de recycler ça. Mais si tu prends ton casque, tu le coupes en 4. Tous tes morceaux, t'es prennent couchés sur une surface qui, va être plane parce que tu vas couper ton casque, mettons, à moitié puis l'autre moitié. Fait que t'as 4 quartiers. Normalement, la langue est pas si prononcée, ou tout dépendant comment t'es coupes, comment ton casque est fait. Ça pourrait juste être aussi de couper le top. Couper juste le top pour faire toutes les parois du casque. Puis après ça, faire la partie, justement, qui ferme sur le dessus à part. Puis après ça, assembler ça. Fait que tu sauves du temps d'impression, tu sauves de la matière d'impression. Puis, et après ça, il faut que tu fasses un peu de post-prod. C'est bien fait. Des fois, t'es capable de cacher des joints puis des trucs comme ça, là. Ben, un peu comme t'as fait avec ton casque, là. Ben, mon casque, je l'ai fait à la main. Je les ai collés ensemble, puis il y avait une ligne en plein milieu. Mais si je prends, par exemple, ma Jinx que j'ai peinturée, ben, la personne qui a fait le modèle, s'est arrangé que, mettons, quand il y avait une courroie sur le bras, la courroie était là, mais la tâche faisait plus loin dans le bras. Fait que tu vois pas la ligne. Parce que l'espèce de buckle est par-dessus une autre partie du bras qui est venue s'assembler dedans. Fait que, comme ça, tu vois pas nécessairement la jointure ou elle est beaucoup mieux cachée. Mais pourtant, elle est encore là. J'ai pas rien mis pour cacher ça parce que j'avais pas besoin. Elle est plus loin dans le fond. Fait que c'est des fois de planifier ces affaires. C'est sûr que quand tu commences, pas le genre d'affaires que tu vas planifier. Mais juste de dire, de prendre le meilleur sens pour que ce soit le plus simple. Parce que Dieu Seigneur, qu'on sait que les supports, c'est un autre milieu complètement. L'univers des supports, c'est un truc assez complexe. Parce qu'il faut que ça tienne, mais il faut pas que ça colle. Il faut que ça touche, mais tu veux pas que ça touche. Ouais. C'est ça le principe du supports. C'est touche-le juste assez pour pas que ça coule, mais assez proche pour que ça tienne. Genre. Puis ça laisse pas trop de marque. Puis c'est ça, t'as ça que ça soit pas trop laid, mais souvent c'est laid parce que c'est pas directement dessus. En tout cas, c'est un lawa. Mais ça, quand tu trouves tes bons paramètres, tu y touches plus. Mais c'est ça. OK. Ouais, fait que, cool. L'autre affaire que j'avais là-dessus, c'est le nettoyage du plateau. Je reviens un peu en arrière dans ce que je voulais dire. On retourne sur le plateau. C'est qu'on parlait de l'adhérence tantôt. Puis, c'est même si tu fais super attention, il y a tout le temps de la poussière qui va tomber dessus. Tes doigts graisseux vont aller dessus. Ouais, mais tu sais, il y en a qui disent non, j'ai les doigts très secs, mais t'as de l'huile de doigt anyway, là. Puis on le voit pas, c'est vraiment comme invisible, mais quand tu fais ça, ben ça fait que t'as une matière qui est entre ton plateau et ton plastique. Un peu comme quand il y en a, quand on met du bâton en colle, c'est que cette matière-là va servir comme d'anticollant. Ça va coller pour le temps du print. Mais après ça, tu vas être capable de le séparer. Parce que le plastique est collé à la colle, que la colle est mal collée au plateau. Et même vice-versa. Okay. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile des fois à enlever avec de la colle. Parce qu'il y a des matériaux qui sont tellement collants qu'ils vont arracher ton plateau. Ouais. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que, comme mettons, la K1 puis la Bamboo, ils disent, s'il vous plaît, mettez de la colle. Parce qu'ils savent que leur plateau est tellement collant que si t'en mets pas, il arrache. Ouais. Évidemment, ça change. Si c'est du PEI, normalement, c'est correct. Mais, en tout cas, ça change vraiment d'un plateau à l'autre. Mais des fois, juste une fois de temps en temps, pogner le plateau, savon à vaisselle, eau chaude, lavez ça. Moi, j'ai une éponge dans la salle de bain, là, qui me sert juste à ça. Que c'est l'éponge bleue, là. Ouais, j'arrive, je prends mon plateau, je viens ici dans la cuisine, je mets 2-3 gouttes de savon à vaisselle, on va dans le bain, je lave ça à l'eau chaude. Après ça, je l'essuie. Et après ça, ben, je le mets dans le printeuse, puis je refais un coup à l'alcool. Comme ça, si jamais il y a des affaires avec la serviette, whatever, ben, le plus gros est enlevé, puis les grosses particules sont parties, puis après ça, l'alcool va juste enlever les résidus. Puis c'est une fois de temps en temps, c'est après 2-3 prints, tu refais un petit coup d'alcool, puis moi, je dirais à peu près aux semaines, tu repasses dans, tout dépendant à quelle fréquence tu printes aussi. Ouais, non, c'est ça. Mais normalement, c'est ça, si tu laisses traîner, ben, t'as besoin d'enlever la poussière qui est tombée dessus, même si t'en vois pas. C'est juste de le faire comme un réflexe, d'avoir une petite bouteille d'alcool à côté, faire ploc, essuyer ça, là, ça prend 5 secondes. Ouais. Ça te règle tellement des problèmes. Ah ouais. Oh oui. Il y a bien des fois que j'ai pris de quoi, puis là, je suis voyons, ça va pas bien, puis là, je lavais mon plateau, tout allait bien. OK, ouais. Encore une fois, c'est l'adhérence de base. Tu sais, tu dis oui, OK, ma première couche est bonne, tu printes, puis elle décolle à moitié. Parce qu'il y avait une mauvaise adhérence, il y avait quelque chose entre les deux. Ouais, effectivement. OK. Comment qu'on sait, genre, si le filament est comme assez sec ou qui est trop humide ou whatever? L'humidité des filaments. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de monde sous-estime. Le monde pense que parce que le filament est solide, qu'il n'est pas humide. C'est faux. Certains plastiques vont être différents d'autres.
C'est sûr que le PLA est très forgiving, il est très pardonnable. Puis le PLA, même s'il est un peu humide, des fois, il va quand même réussir à imprimer. Mais souvent, tu vas réaliser que ton filament, que ton filament est humide parce que, un, ça va pas bien. Ou que deux, en fait, le premier que je dirais qui est le plus facile à voir, c'est que quand tu prends ta bobine, puis tu viens pour enlever, tu sais, t'as tout le temps ta bobine de filament qui passe dans une anneau sur le côté puis qui revient, là, pour le tenir, pour pas qu'il se mélange. Si tu viens pour prendre ça puis il casse, là, watch out. Parce que normalement, il posait quand même avoir un flex. Puis je pense que tu l'as déjà vu, moi, en train d'essayer de casser un morceau de filament parce que j'étais trop lâche pour les couper de la buse ou de l'extérieur de la buse. Ouais. Puis dire, je vais faire ça plus tard. Mais tu sais, faut que tu le plies, puis tu le replies, puis mais si tu prends un petit clou, il casse, là, il est humide. L'affaire, c'est que l'humidité rentre entre les particules de plastique, puis vient comme le rendre plus faible. Parce que c'est plus du plastique. Il y a du plastique avec de l'eau dedans. Mais on le voit pas, puis c'est ça, c'est que ça vient comme, en anglais, ils appellent ça brittle. Ça vient comme faible, ça vient comme cassant, ça vient comme fragilisé, très fragilisé. Évidemment, ça va, encore une fois, ça dépend d'un plastique à l'autre. Si on parle, mettons, de PETG, d'ABS, ASA, TPU, ils ont tous des niveaux différents. Mais généralement, ça va être plus ou moins les mêmes choses. Puis c'est une autre façon de le savoir, c'est que quand il va être dans la buse, ça entend des pétillements. Ah, les petits. Ouais, puis même, des fois, on peut le voir visiblement quand tu extrais du plastique, là. Mais ce que ça fait, c'est que c'est des petites gouttes d'eau qui sont là, qui sont dans le plastique. Ils vont passer à 2 fois le niveau d'ébullition. Ouais, on est à 200 degrés, minimum. Fait que qu'est-ce que l'eau va faire? Ben, elle va partir en ébullition, puis elle va s'évaporer. Dans le plastique, fait qu'elle sort. Fait que ça fait une bulle. Ça se fait plein de fois parce que c'est partout dans le filament. Ça fait plein de petits éclaboussures. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que quand t'imprimes, mais t'as pas une belle grosse ligne de plastique. T'as plein de trous dans ta ligne de plastique. Qui fait que, à force de s'accumuler, ben, ta morceau, tu vas le prendre, tu vas écraser, il va écraser dans tes mains comme si ça faisait 1000 ans qu'il était là. Comme une vieille feuille sec d'arbre, là, que tu la prends, elle a plein de trous, puis tu l'écrases dans tes mains, puis elle fait juste tomber en poussière, là. Même affaire. Fait que, des fois, c'est ça. C'est juste de dire, comme règle générale, bien entreposer son filament. C'est sûr, comme tu sais, moi, le PLA, il est en haut, là. C'est pas grave, là. Je veux dire, il y a des fois que je vais partir un print, que je vais voir, il est plus stringy aussi. Des fois, il va être un peu plus de petits cheveux, là. Fait que des fois, ça. Quand je vois que j'ai un peu de misère, un print est sorti un peu moins beau, là, je vais le mettre dans la sécheuse, là. Ben, pas dans la sécheuse, là, non, mais c'est parce que j'ai un petit déshydrateur, là. Ouais. Mais c'est parce que je l'appelle la sécheuse, mais là, si je dis ça de même, tout le monde va penser que je le sac dans ma sécheuse, là. Non, faites pas ça. Puis pour elle, là, je vois beaucoup de monde qui ont fait ça en ligne. Mettez-le pas dans votre four. Il y a du monde qui font ça, qui le mettent dans le four, mais c'est parce que le niveau minimum du four est trop chaud et très peu contrôlé. Parce que c'est pas fait pour faire des basses températures, c'est fait pour faire des hautes températures. Ouais. C'est fait pour cuire. Ton plastique, tu mets là-dedans, il va fondre. Ouais, c'est Puis combien de photos j'ai vues en ligne sur Reddit du monde qui disait je voulais le faire sécher, maintenant j'ai un goût de filament au travers mes grilles. Après, tu veux faire de la bouffe là-dedans. Ben, oublie ça, faut que tu nettoies, faut que tu changes quasiment toutes tes pièces, faut que tu nettoies tout le fond. Oublie ça. Le meilleur truc que j'ai vu, ben évidemment, le best du best, c'est d'avoir un filament dryer. Ouais, pour ça. Que ce soit un qui est comme ça, puis tu peux en avoir un pour une soixantaine de piastres, tu peux en avoir un pour faire tous tes filaments, là. Ou sinon, il y en a qui s'en font des DIY avec des déshydrateurs à nourriture. Faites ceux-là qui vous tentent. Sinon, un que j'avais vu, c'est il y a du monde qui disait, puis là, avec ça, il faut vraiment faire attention, je tiens à le dire. Mais qui prenaient la boîte du filament, qui mettaient leur plateau à chauffer, mettons, à 50 degrés, puis ils faisaient des trous sur le top de leur boîte, okay, ouais. puis ils mettaient la roulette sur le plateau, puis la boîte par-dessus. Fait que ça faisait un environnement chauffé un peu plus, avec les trous en haut pour faire sortir l'air, puis tu laissais un petit gap en avant pour que l'air puisse rentrer par en bas. Okay. Fait que ça faisait une circulation d'air, puis que la chaleur venait sécher un peu le filament. Mais il faut faire attention parce que ça reste que ça chauffe, puis que tu mets une boîte en carton par-dessus. Bref, à faire avec surveillance. Avec surveillance, je pense que le meilleur des mondes, ce serait de se pogner un petit truc en plastique ou en métal. Là. Ok, ça, je pensais que tu parlais des ben, je veux dire, si vous voulez faire ça, allez au Dollarama, pognez-vous une petite boîte en plastique que vous savez qu'il y a une bonne résistance à la température pareille. Mais normalement, je veux dire, c'est pas assez chaud pour le faire fondre. Puis c'est ça. Vous pouvez le laisser. C'est sûr que ça veut dire que vous pouvez pas utiliser votre imprimante pendant que vous le faites. Ouais. Mais moi, pour vrai, ça vaut la peine d'investir dans au moins un sécheur de filament. Là.
sais, comme je dis, 50-60$, tu n'as un bon, là. Ouais, c'est ça, puis tu t'évites puis ben des problèmes. Tu évites des problèmes, puis c'est même le fun parce que tu peux le mettre dedans, puis tu peux imprimer pendant que tu es en train de faire Non, sécher c'est ton ça. filament. T'es juste Fait que le tu t'assures que ton puis- filament est en bonne qualité, qu'il est prêt à être utilisé, puis qu'il est vraiment... Il y a certains filaments que, pour vrai, comme le TPU, surtout que j'imprime du TPU, il est dans mon dryer pendant que je m'en sers, là. C'est bien plus simple comme ça, là. Parce que sinon, il faut que tu te fasses sécher, après ça, tu le sors, puis tu le printes, mais pendant qu'il print, si tu fais un print de 8 heures, là, l'humidité de la pièce va être retournée dans le filament, là. Non, effectivement. Tu sais, des fois, c'est ça. OK. Puis aussi, pendant que j'y pense, c'est pas parce que vous venez d'acheter un filament puis qu'il est neuf, qu'il est sec. Ouais, ben là, il y a tellement... C'est pas parce qu'il y a un petit filament, un petit dessecant dedans, là, les petites affaires d'humidité, le petit sachet. Ouais, les Là. affaires avec plein de... Pas parce qu'il y a ça puis qu'il était sous vide, qu'il est sec. C'est faux. Il y a beaucoup de monde que je vois, justement, encore une fois en ligne, du monde qui arrive et qui disent ouais, mais il est neuf, pas grave, sèche-le. Ah, mais tu sais pas de la manière qui a été entreposée. Là. Tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé pendant le voyage, tu sais pas comment que c'est ça. Tu sais, il y en a qui sont juste humides de vous, qui ont travaillé, qui l'ont fait. Sèche-le, tu reçois un nouveau filament. Oui, tu peux prendre la chance. Mettons, moi, du PLA, souvent, je pose même pas la question, je le mets dedans, puis merci, bonsoir. Mais si je vois qu'il y a des problèmes, ce que je fais, c'est qu'il s'en va dans la sécheuse, dans le séchoir à filament. Ne mettez pas votre rouleau dans la sécheuse. Non, mais c'est pas ça dans la sécheuse. Mais c'est ça, il s'en va dans le petit séchoir à filament, puis après ça, souvent, il est correct. Ouais. Si je m'en vais, mettons, vers l'ABS ou l'ASA, ben là, je m'assure que je le fais sécher avant de le printer. Mais c'est ça. C'est good. Question là-dessus? Non. Good. C'est assez clair. Là. Pour vrai, tu expliques bien. Merci. Ouais. Boy. Check les notes, là. Ouais, je check les notes. Qu'est-ce qu'ils disent, les notes, là? Mauvais choix, paramètres, en parenthèse, ça sert. Oui, ben, ça m'arrive très régulièrement. Mais souvent, une erreur commune, c'est de penser qu'on a le bon paramètre alors qu'on l'a pas. Et mettons que j'ai imprimé, l'exemple le plus basique, c'est de dire j'ai imprimé quelque chose en ABS. Puis là, ben, j'ai changé mon filament, puis là, je pense que mon slaceur est correct, mais finalement, j'ai des températures d'ABS. Alors que j'imprime du PLA. Ah, okay. Ou de dire, ben là, mes paramètres, normalement, je suis correct, mais finalement, tu réalises qu'ils ont mis des supports partout, puis que t'en avais pas de besoin. Ok, ouais. Ou, c'est juste dans une façon générale, regardez le preview. C'est parce que ça arrive souvent, tu dis, c'est correct, j'en ai fait 50 aujourd'hui, puis justement, t'es un peu les yeux dans la graisse de bine, là. Vérifie ton preview parce que des fois, c'est des adhérences, des fois, c'est des supports inutiles, des fois, c'est des nombres de contours d'infill, des fois, il y a des paramètres qui sont restés. Tu sais, des fois, là, quand je faisais des switches de couleur à un certain étage, fait que je mettais un stop, mettons, à la 5e étage, ben là, ça faisait dire que quand je faisais mon print d'après, je mettais autre chose, bon, tous mes paramètres sont bons, je printais ça, puis là, je revenais 4 heures plus tard. Ah oui, puis ça avait arrêté. Puis il avait arrêté à la 5e étage. C'est ça. Tandis que, tu sais, c'était un print qui prenait, mettons, 2 heures, finalement, là, ça fait 4 heures, puis il est toujours pas fini, parce que finalement, il y avait un pause. Fait que c'est, vérifiez que votre slicing est bon, vérifiez que vous avez pas de paramètres de trop, que votre température, c'est les bons filaments, tous ces éléments-là. Parce que c'est facile de dire, j'ai overlook un détail, là. Ou, finalement, là, j'avais besoin d'un support à cette place-là, puis je n'ai pas mis parce que je pensais que généralement, je serais correct. Ou, c'est, puis de se tromper de filament aussi, là, de juste dire, j'ai mis un paramètre pour de l'ABS, tandis que j'imprime du PLA, ça va être goudronneux en tabarouette ton affaire. Ouais, non, c'est ça. Surtout qu'en ABS, souvent, tu mets pas de cooling. Ouais, c'est vrai. Avec le PLA, t'as besoin de mettre un bon cooling dessus. Ouais. Que, non, c'est... Ouais, non, ouais, ça peut causer quand même des problèmes comme ça. Ben oui, beaucoup. Parce que, déjà, tu sais, il y a certains filaments qui vont avoir plus de rétraction que d'autres. T'as certains matériaux qui vont avoir plus de ventilation que d'autres. T'en as certains paramètres, des fois, tu sais, tu peux avoir des différentes qualités aussi, là. Tu peux avoir un paramètre qui est fait vraiment pour faire rapide, dégueulasse, juste pour dire que, est-ce que mes dimensions sont bonnes? Tu peux en avoir un autre qui va être full long, mais qui va être full clean cut, tout propre. Fait que tout dépendant de ce que tu as besoin. Si tu fais juste un morceau pour dire est-ce que mes morceaux fit d'un dans l'autre, j'ai juste besoin qu'ils printent, là. Ouais. Pas besoin d'avoir la qualité parfaite du 0.08 mm. Ouais, non. Mets-moi ça en 0.24, là, puis mets-moi ça bien épais, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Fait que c'est vraiment double check vos paramètres. En parlant d'épaisseur, la négligence de l'épaisseur des parois. Oui, les parois. Ça, c'est une des grosses erreurs, c'est que le monde pense que la force d'une pièce est dans son remplissage. Moi, j'ai tendance à dire que non. Oui, le remplissage va créer une certaine force, va aider à avoir une certaine structure. Mettons que je prends un exemple bien simple. Si on prend un cube,
qui est vide à l'intérieur, ben les milieux des carrés vont avoir tendance à l'écraser vers le milieu. Avec ton remplissage, ça va éviter ça. Mais la majorité de la force est faite dans le nombre de contours. Que tu passes 2, 3 ou 4 contours, c'est là que la majorité va structurer, va être pleine. Pourquoi? Parce que tu fais une ligne pleine de plastique. Puis là, t'en fais une autre pleine à côté, puis une autre pleine à côté. Mettons que t'en mets, normalement, on en met 2 ou 3. Mettons que t'en mets 3, là. Tu as 3 grosses lignes pleines de 0,2 mm. Généralement, là, mettons qu'on a une buse de 0,2, 0,4. Non, c'est ça, c'est des lignes de 0,4. Ça veut dire que t'as 4, 8, 1,2 mm d'épaisseur de plastique. Versus ton infill qui va venir toucher un bout, puis qu'après ça, c'est tout, tu sais. Il va venir toucher à certains bouts. C'est pas ça qui va faire ta structure le plus fort. Comme je dis, ça vient supporter la pièce, mais c'est pas ça qui va faire le plus de structure. Fait que c'est rajouter un contour versus rajouter 5% d'infill. Moi, je rajoute un contour. C'est sûr que, comme je dis, ça vaut la peine des fois de rajouter un peu d'infill. Mais pour vrai, je passe 3/4 de mon temps à 10 ou 15. Si ta pièce est pour casser, là, que ce soit plein ou moins plein, je veux dire, c'est pas ça qui va changer. Là. Je sais, casser. Ouais, mais encore une fois, ça va dépendre de la force, puis aussi dans quel sens tu vas donner ta force. Ouais. Mais je parle de façon générale. Là. Moi, généralement, si j'ai une pièce standard, je fais 2 contours à peu près 10% de remplissage en gyroïde. Si j'ai besoin d'une pièce plus forte, je vais aller avec peut-être 3, rarement 4 contours, puis 20% de remplissage max. Parce que de toute façon, je vais... c'est ton truc. Ouais, c'est celui qui fait wouh avec les vagues à l'intérieur. Là. Ouais, c'est full beau à voir. Ah ouais, puis ça, c'est le fun quand tu le vois en time-lapse. Là, c'est vraiment cool. Mais ça, parce que de toute façon, si je veux avoir une pièce qui est vraiment forte, ben je vais changer de matière. Ouais. Tu sais, je veux dire, si tu veux une pièce hyper forte puis tu printes avec du PLA, tu te trompes. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont arriver et qui vont dire ah oui, ben moi, je te commande ça, mais je veux 100% qu'il soit rempli à 100%. Gros gaspillage de mon temps puis de mon électricité, gros gaspillage de matière, puis gros gaspillage... Ben, c'est un gros coup, là, je veux dire. Parce que j'ai comme ça, je suis supposé en avoir un autre, puis là, j'ai vu un blanc, j'étais comme, non, j'en ai pas d'autre. Mais c'est un gros gaspillage pour vrai. Le seul moment que je peux dire du 100% c'est correct, c'est pas des petites pièces. Tu sais, rendu là, mets-moi tout ça plein, parce que de toute façon, il y a des places que tu peux pas avoir plus que 2 contours, whatever. C'est vraiment des petites pièces. Des fois, je vais dire, ouais, ok, je vais le mettre à 100% même par moi-même. Parce que c'est pas le même concept. Mais si je veux dire une pièce générale, là, tu sais, c'est vraiment comme, mettons, les pièces que si tu mets 3 contours, ben, il n'y a plus d'infill. C'est ce genre de pièces-là. Là. Mais, c'est ça. Fait que c'est, de façon générale, je vais dire, des contours, c'est vraiment ce qui va donner le plus de force. C'est sûr, normalement, c'est un type d'infill qui existe que c'est du lightning. C'est qui part vide. Mettons, tu comprends un cube, là. C'est que la base, il n'y a aucun infill. Puis à un moment donné, il y a à peu près à partir de la moitié, il va commencer à avoir de chaque côté du cube des petites lignes qui vont partir en diagonale vers le haut, un peu comme des supports en arbre, mais vraiment un peu plus linéaires, puis ils vont venir se multiplier pour venir supporter la partie du top du cube. Fait que c'est un peu comme des supports à l'intérieur. En réalité, l'infill, en grosse partie, c'est ça. C'est 2 choses. C'est vraiment pour, comme je te dis, aider un peu à la structure générale. C'est sûr que ça rajoute une certaine force que si tu n'as pas. Mais c'est aussi pour pouvoir printer les parties du top. Tu sais, les tops que tu mets sur ton print, mettons justement le cube, la face plane du cube, le top, en haut, ben, faut que ça imprime sur de quoi? Si t'as rien. Non, c'est ça, ok, ouais, je comprends. C'est la même chose qu'un support. Si t'as un morceau en surplomb, ben, t'as besoin d'un support en dessous. Mais ça, c'est un support sacrificiel, tandis que dans l'infill, ben, c'est un support qui reste dedans. Mais en réalité, l'infill, en grosse partie, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a du lightning. Pour le monde, ils mettent du lightning. Oups, ça vient juste supporter la partie que tu as besoin du haut. Presque pas d'infill, juste pour dire que la partie du bas est vide. T'en as presque pas le reste. C'est juste vraiment quand ça arrive au top que ça commence à être vraiment plus des petits morceaux pour vraiment dire que ça va faire des belles lignes. Mais si tu regardes, si tu prends ton print puis tu dis, mettons, tu fais encore une fois un cube, puis tu dis d'arrêter après le premier passage de son top. Une fois que c'est que tu fais de l'infill, puis là, mettons, tu as 5 couches que tu dis qui est plein en haut, ton cube, pour faire comme les parois, mais top-bottom. Si la première couche qu'il a mis, tu la regardes, tu vas voir qu'il y a plein de trous dedans. Là. Pourquoi? Parce que le plastique coule entre les morceaux du infill. Après ça, quand il passe dans l'autre sens, là, il y a déjà plus de matière, fait qu'il se supporte mieux. Fait qu'après ça, quand il passe dans le troisième, mais là, ils sont bien droits, puis le 4-5, c'est vraiment pour la force puis la beauté aussi. Fait que, tu sais, pour ça. Tu sais, arrêtez de dire mettre 100% d'infill, mettre 50% d'infill, ça sert à rien.
Ouais. Ça prend tellement de temps à imprimer pour rien. Rajoute-moi un contour, puis tu vas avoir déjà à peu près la même quantité de force. Là. De toute façon, si t'as beau avoir 50% d'infill, si t'as un contour ou 2 contours, tu pèses dessus, il va percer dans un trou, puis voilà, t'as un trou dans ton print Non, anyway. c'est ça. Si j'ai 4 contours, ben faire un trou dans mes parois va être beaucoup plus difficile. Parce que l'infill est fort. Une fois que t'es rendu à travers le mur, ben je veux dire, ton infill, on s'en fout. Non, ouais, effectivement. Si je pogne une pointe puis je le poke sur mon cube, ben si j'ai une paroi, elle va passer à travers direct. 2 va être un peu plus difficile, 3 encore plus. Peu importe la quantité d'infill. Ouais, ben c'est ça, j'essayais de dire tantôt. Mais c'est ça, ouais. OK. Un petit Ouais. dernier? Ah, my God, sérieux, j'avais oublié celui-là, les droits d'auteur, les licences. Les droits d'auteur. tout, Ça, là, ah là là. c'est une grosse affaire. OK? Puis là, ceux qui écoutaient un peu non attentivement, écoutez vraiment ça. Les droits d'auteur et les licences. C'est pas parce que vous pouvez faire ce que vous voulez que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas parce que t'es capable d'imprimer un Pokémon que t'as le droit. Ouais. Beaucoup de monde se trompe avec la licence des modèles en ligne. Tu sais, je vais commencer. En fait, je vais recommencer. On parle, mettons, de Pokémon, puis tout ce qui est licencié. J'ai pas le droit, moi, en tant que personne, ou en tant qu'entreprise, ou en tant que quoi que ce soit, de vendre l'image, mettons, d'un Pokémon. C'est-à-dire que faire une peinture d'un Pokémon, puis de faire une reproduction en 3D, quoi que ce soit, j'ai pas les droits. Cette image, cette conception, toute cette idée-là appartient à Nintendo. T'as pas le droit de le vendre, mais de manière pas Nintendo, commerciale. Non, si tu le vends de manière... Ben là, c'est plus... Si tu le vends, peu importe si tu le vends. Je veux dire, il y a une grosse différence à faire entre l'usage personnel et l'usage commercial. Ouais. Si tu prends un modèle puis tu l'imprimes pour toi chez vous, Nintendo va pas venir te poursuivre, ils s'en foutent. Là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que si tu fais du profit sur leur image puis sur leur bien. C'est ça la différence. C'est comme, le meilleur exemple, si tu fais, mettons, hey, je viens d'avoir un exemple qui vient de popper dans la tête, c'est génial. Quand on est à l'école, puis qu'on fait un travail d'équipe, là, je pense que tu vois ce que je m'en vais. Puis on est, mettons, on fait un travail d'équipe ensemble, là. Là, moi, j'ai fait tout le travail. Toi, t'es resté sur ton cul, t'as rien fait, OK? Ouais. Moi, je l'ai tout fait. Là, la note, c'est 100%, mais tout le crédit va à toi. Pourquoi il est moi? Parce que c'est toi qui dis que tu l'as fait. Ouais. C'est toi qui as pris les feuilles et qui l'as donné au prof. OK, ouais, de cet sens-là, tu veux dire. Ouais. OK, peut-être pas un travail d'équipe d'abord. Je vais dire, mettons... Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais mettons pour ceux qui écoutent, là. Mettons qu'on fait chacun des travaux individuels. Moi, je fais mon travail, mon texte, peu importe c'est quoi. Puis là, toi, tu dis, hey, c'est bien cool ça, j'aime ça, tu le prends puis tu le donnes au prof. Ouais. C'est mon travail. Ouais. J'ai travaillé dessus. Ouais, j'ai donné mon effort, j'ai fait mon association, j'ai fait mes recherches. Mais c'est toi qui as tous les crédits pour, puis c'est toi qui as les bénéfices d'eux. Ben, un peu comme on fait un devoir ou whatever quand on est au post-secondaire, université, puis tout, puis là, justement, on se fait surveiller pour les... Plagiat? Plagiat, justement, oui, c'est le même principe. Ben oui, c'est que, il y a quelqu'un, quelque part, mettons que je reprends l'exemple de Pokémon encore, quelqu'un, quelque part, qui a designé les Pokémon, il y a quelqu'un qui a mis son temps, son énergie, ses connaissances, son imaginaire, qui a assemblé du monde, qui a payé du monde pour développer ça, qui a fait de la pub, tu sais, il a rendu ça populaire, il a peut-être cherché son monde, il a mis de l'argent dedans, il y a des années de travail là-dedans. Ben oui. Puis là, toi, t'arrives, tu dis, ah, ben, c'est populaire, je vais prendre ça, puis je vais faire de l'argent dessus. Parce que les autres sont rendus populaires, puis tout le monde en veut. T'as pas le droit. Ouais. Puis ça, beaucoup de monde a de la misère à le comprendre. On dirait, ouais. Ben oui, t'as juste à regarder dans les foires. Ouais. Je veux dire, tu sais, c'est pas moi qui va stouler personne, ni rien de tout ça dans la vie, mais apprenez à savoir ce que vous pouvez faire. Ouais. Fait que c'est pas parce que vous pouvez reproduire quelque chose que vous avez le droit. Si quelqu'un vient me voir pour une commande puis dit, hey, je veux que tu m'imprimes 150 Pikachu, je vais les vendre dans une foire, c'est un non catégorique. Ouais, c'est sûr. Pourquoi t'as aucun droit dessus? Si tu veux avoir le droit de faire ça, t'as besoin d'aller voir Game Freak, t'as besoin d'aller voir dans le cas de Pokémon, t'as besoin d'aller voir les détenteurs des droits d'auteur, puis leur demander une licence. Ouais, faut que tu payes la licence. Si tu payes la licence, tu vas la payer avec ton nom. Toi puis moi, on n'a pas le budget de rêver de peut-être avoir une licence de ça présentement. On s'entend, c'est des licences à des millions. Là. Ouais. Fait que c'est la même chose pour quelqu'un qui ferait un livre, puis que là, tu te dis, putain, j'ai bien aimé le personnage, mettons les personnages de la couverture, le personnage qu'il a imaginé. Puis tu dis, hey, je vends ça, c'est le personnage de tel livre. T'as pas le droit. C'est pas toi qui l'as créé. J'ai vu ça récemment aussi. C'était avec Caillou, je crois. C'était une maison d'édition, c'est ça, qui a comme repris le personnage de Caillou. Puis là, il a refait un autre lancement, en tout cas. Ouais, mais c'est parce que tu te bases sur ce que les autres ont créé pour faire ton propre fame. Moi, mais c'est de la... Désolée, je veux pas dire, ben là, je peux le dire. C'est de la merde. Oui, c'est de la merde.
Mais c'est chiant, là. T'as passé full genre de temps là-dessus, c'est ta création, tout. Oui, puis tous ceux qui ont fait un peu d'entrepreneuriat, qui ont fait un peu des trucs d'auteur, whatever, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'argent, créer des choses comme ça. Puis là, toi, après ça, t'arrives ici, puis tu dis, hey, je vais voler ça, puis je vais faire de l'argent sur ce que t'as créé. Ouais, c'est vraiment... C'est non. Pour moi, c'est un gros manque de respect. Là. Oui, puis c'est très sous-parlé. Ouais, c'est très sous-représenté, ces éléments-là. Ça, on connaît c'est comme banalisé, je te dis. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Ouais. C'est très banalisé. Ouais. C'est très... Aujourd'hui, là, tu dis, tu fais ce que tu veux comme tu veux n'importe où. Fine, ok, c'est pas de problème, mais c'est pas correct. Non, mais c'est Encore une fois, il y a une grosse distinction en prendre un modèle en ligne, l'imprimer, puis la déco chez vous. Encore une fois, tu fais rien au profit des autres. Tu décores chez vous. C'est un usage personnel, c'est correct. Mais si tu commences à essayer de dire, je vais faire une compagnie où je vais essayer de faire du profit là-dessus, là, c'est loin d'être correct. Non. Ça m'amène à mon deuxième point. Quand vous achetez, vous downloadez, vous trouvez un modèle en ligne, là, on parle de 3D, évidemment, il y a des licences dessus. Que ce soit un modèle qui leur appartient ou un modèle qui leur appartient pas, il y a des licences dessus. Fait que mettons que quelqu'un, un exemple qui vient au-dessus de la tête, fait un modèle de support à casquette, OK? Puis là, toi, tu trouves le modèle, puis il y a une licence dessus. La licence va dire que c'est un usage personnel uniquement, que tu as le droit d'utiliser commercialement si tu leur donnes les attributions, que tu peux faire ce que tu veux avec, tu peux te rentrer dans le popotin si ça te tente, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Il y a différentes licences qui vont dire ce que tu as le droit de faire avec. Ouais. Puis c'est important de respecter ça, parce que c'est leur création. Ils te donnent accès gratuitement ou pas. C'est pas parce que tu le payes que tu as le droit de faire ce que tu veux avec. Ça, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère. Ils achètent un fichier, ils disent, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Non. C'est ton usage à toi. Tu n'as même pas le droit de le passer à ton ami pour l'imprimer. Pourquoi? Parce que tu l'as acheté, pas lui. Lui, s'il veut le faire, faut qu'il l'achète. Ouais. C'est ça. Fait qu'en gros, les licences de la vie de tous les jours, ce que vous connaissez qui est populaire, ben, vous avez probablement pas le droit de les printer et de les vendre. Déjà en partant. Fait que faites grosse attention à ça. Que les modèles que vous trouvez en ligne, regardez c'est quoi la licence avant de faire quoi que ce soit avec. Si vous voulez en vendre, tu sais, des fois, c'est affiché comme usage personnel, mais vous pouvez contacter la personne qui l'a créé, puis vous pouvez y écrire, puis dire, hey, salut, j'aime vraiment ton modèle, est-ce que tu m'autoriserais à m'en faire la vente? Puis s'il t'autorise, fine, t'as l'autorisation de la personne. Ouais. S'il dit, ouais, tu me donnes 10$ par mois pour... Genre par respect, fine. Si la personne te dit, oui, mais je veux 5 cents par modèle que t'imprimes, fine. Vous avez une entente. Ouais. Mais il faut avoir entente. Non, ça se fait pas de voler les créations. C'est ça, c'est comme si je passerais... mettons, un autre exemple. Mettons, je passe 15, 20, 150 heures à faire un dessin, OK? À la main, à l'huile, tout le kit, OK? La grosse patente, il est écœurant. Toi, tu prends une photo à côté, puis tu le scales, puis tu le fais en virtuel, puis tu le vends. Ouais, je pose ça sur... Pour ça, c'est les médias sociaux. C'est regardez ce que j'ai fait, je le vends à 15$ l'impression. T'as rien fait là-dessus! T'as aucun droit! Ouais. Surtout si je t'ai pas demandé. Ben, c'est ça. C'est du vol. Ouais, c'est du vol. Si tu prends ma création, ma propriété, que j'ai créée, pour faire ton propre profit. Ouais. C'est tellement un manque de savoir-vivre puis de respect. Pour vrai, oui. Puis malheureusement, ça se fait tellement sans qu'on s'en rende compte. C'est tellement facile. Mais justement, sur les réseaux sociaux, c'est une grande porte pour ça. Très, très, très grand. C'est même quand j'ai commencé, là, puis justement, je me suis posé beaucoup de questions sur les droits d'auteur puis ces éléments-là, sur qu'est-ce que j'avais le droit de faire en tant qu'entreprise ou pas. Je sais pas si tu te rappelles quand j'ai commencé, puis à un moment donné, je m'étais dit, je peux pas faire ça. Je me rappelle pas c'était quoi exactement, mais j'avais dit que je pouvais pas faire ça. Puis là, je m'étais retourné, puis j'avais commencé à faire une espèce de truc 3D. Là, j'avais juste le modèle, j'avais pas imprimé, mais c'était un truc, mais de Tetris. Mais Tetris, j'ai pas plus le droit. Non. Fait que j'avais commencé à travailler là-dessus, puis à un moment donné, j'ai fait, j'ai pas le droit. Ouais. J'étais comme, c'est tellement facile. Je me rappelle un peu, là, c'était plus une animation que je voulais faire à ce moment-là, là. Mais c'est ça, c'est tellement facile de... On le voit partout, c'est mettons Horizon, tous les jeux qu'on joue, toutes les affaires, les films, les séries. Non, peu importe le personnage. C'est le fun, on aime ça, on les trouve beaux, on aime ça. On est attaché. Mais tu peux pas prendre leur propriété, mettons, de reprendre un personnage puis de le vendre. Non. Tu peux pas, t'as pas le droit, c'est pas à toi. Effectivement. Même façon que tu peux pas arriver chez quelqu'un, pogner sa poignée de porte, dire j'aime sa poignée de porte, je pars avec. Non. J'aime son chien, je pars avec, c'est mon chien maintenant. Non, c'est pas toi. Enfant, ouais. Ben, c'est ça. Fait que j'ai un peu plus détaillé là-dessus parce que je trouve ça tellement important. Ouais. Puis comme je dis, c'est pas nécessairement d'une mauvaise volonté, c'est que c'est tellement facile aujourd'hui, c'est tellement pas parlé, c'est banalisé, c'est facile de passer à côté puis de même pas s'en rendre compte. Même moi, j'ai failli à plusieurs reprises. Hein. Je me suis dit, je vais faire ça. Ah non, pas vrai, j'ai pas le droit, j'ai pas de licence.
Faut y penser. C'est très important. Mais, outre ça, ayez du fun. Ben oui. Encore une fois, le but, c'est pas de casser la tête à personne pis tout ça. C'est vraiment de dire, faites attention à ce que vous faites. Respectez les autres comme vous voudriez être respectés. Imaginez passer des heures à apprendre un logiciel pour faire un projet spécifique puis quelqu'un vous volait tout votre travail puis prenait toute la gloire pour ça. C'est la même chose, que ce soit à plus petite ou à plus grande échelle. Mais encore une fois, vous trouvez un modèle en ligne, vous le trouvez beau, regardez les licences, regardez ce que vous avez le droit de faire. Dans tous les cas, s'il y a un modèle qui est en ligne, c'est parce que vous avez le droit de l'imprimer pour vous. On s'entend. Mais faites attention à ce que vous faites. N'hésitez surtout pas à dire qui c'est qui l'a fait. Si vous faites, si vous allez sur les réseaux sociaux, mettons les groupes, comme il y a un groupe Impression 3D Québec, là. Vous dites, je sais pas, Jinx, mettons, parce que là, je l'ai en face de moi, là. J'ai ce modèle-là de Jinx, je le trouve super beau, je l'ai imprimé, tout le kit. N'hésitez pas à dire qui l'a fait. C'est qui le créateur du modèle? Parce que le modèle est à lui. Puis là, non seulement si vous ne l'indiquez pas, ça sous-entend que vous l'avez fait vous-même, ce qui est pas vrai. Puis, si vous le trouvez vraiment beau, le modèle, donnez donc crédit à la personne, que la personne soit récompensée pour son travail. Surtout si c'est un modèle gratuit. Si c'est un modèle gratuit, puis t'es assez radin pour pas dire c'est qui l'a fait pour vrai, là. Tu sais, j'ai un portefeuille sur moi, là, que c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé en ligne, puis je l'adore, ce portefeuille-là, OK? C'est imprimé 3D, puis tout, puis je l'ai dit, là, c'est pas mon modèle, là. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai imprimé, je l'ai assemblé, c'est pas moi qui l'ai designé. Fait que, tu sais, je peux pas dire c'est moi qui l'ai créé, non. Quelqu'un l'a fait le modèle, moi, je l'ai juste Tu l'as imprimé. Mais c'est pas toi qui as créé le modèle. De la même façon qu'avec une photo, tu trouves une photo en ligne, tu peux l'imprimer. C'est pas toi qui l'as fait, la photo, là. Non. C'est pas toi qui l'as fait, le dessin, Non, là. tu l'as imprimé. C'est ça. Principe. Même chose. C'est intéressant, ça. Ouais. Désolé pour ma petite montée de lait à la fin, là. Je trouve ça important. C'est tellement flou, en plus, là. On est tellement pas informés. Là, je repars encore, là. Je vais arrêter, là. Mais c'est tellement ça, là. C'est que si tu te fais avoir, là, pour une once de seconde que t'as pas réfléchi à quelque chose, là, ça va te coûter cher. Alors, s'entends-tu que Nintendo, Pokémon, Sony, toutes les compagnies, là, ils en ont du cash pour t'en tirer du cash, là. Puis tu vas perdre bien avant de réussir à tirer un cent d'eux autres, là. Non. Eux autres, ils vont respirer, puis tu vas péter en 8, puis tu vas leur avoir 50 millions, là, OK? Fait que faites attention à ce que vous faites. Ce que vous vendez. Encore une fois, si vous faites ça pour vous, il n'y a aucun problème. Vous trouvez des modèles en ligne, vous les trouvez beaux, vous les faites, vous décorez votre chambre avec, il n'y a pas de stress. Mais faites attention à ce que vous faites. Donnez les droits aux personnes qui les ont créés. Si vous en parlez en ligne, si vous en parlez à vos amis, toutes ces affaires-là. Encouragez vos créateurs 3D. Parce que il y a vraiment pas beaucoup d'imprimeurs 3D qui sont capables de modéliser. Fait que, si vous n'êtes pas capable de le faire, venez pas dire que c'est vous autres qui l'avez fait. En fait, peu importe le cas, là, mais donnez le crédit à quelqu'un qui a ce temps-là, puis qui a passé ce temps-là à l'apprendre puis à le faire. Je suis bien d'accord. Parole très sage. Ouais, mais là, je vais arrêter parce que je suis encore en train de partir sur un autre truc sur les licences. Ma petite montée de lait. Non, c'est pas correct. Je pense que c'est ça aujourd'hui? Pour vrai. Ouais. Cool. Merci d'avoir été là. Encore une fois, vous avez quoi que ce soit, si vous avez des questions, des réponses, envoyez-les dans les commentaires. J'essaie de faire mon possible pour réussir à les lire. Je sais que les premiers épisodes, j'ai un peu de misère à y répondre. Mais je finis par y répondre, inquiétez-vous pas. Puis c'est ça, si vous avez quoi que ce soit, des idées, des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Sinon, on se voit la semaine prochaine, ou pour vous autres peut-être dans 5 secondes. Mais nous autres, c'est la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bye bye. Bye.